Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé pour votre édition de la mi-journée. Dans l'actualité de ce mercredi 7 octobre, il est question de sécurité routière. Les chiffres nationaux sont en baisse pour le mois de septembre. Même tendance dans notre département. Rappelons qu'il y a quelques jours, le gouvernement a annoncé une série de 22 mesures. Le reportage d'Éric Pommier. Au baromètre de l'accidentologie, les chiffres enregistrés pour le mois de septembre sont à la baisse. 235 accidents depuis le 1er janvier jusqu'au 30 septembre 2015, contre 252 à la même période en 2014, et donc 29 morts enregistrés aujourd'hui, contre 46 l'an dernier, soit une évolution de moins 29,7%. En France, même constat, la baisse de la mortalité routière est de 17,4%. Le gouvernement se félicite d'un pareil constat une semaine après l'annonce de nouvelles mesures lors d'un comité interministériel de sécurité routière. Des chiffres espérés car le début de l'année affichait une mortalité routière en augmentation de 1,8%. Selon l'association Laser Antilles-Guyane, il ne faut surtout pas baisser les bras et il continue à pointer du doigt la problématique de la responsabilité des conducteurs. Eh bien, disons que les récentes statistiques ont démontré qu'il y a une diminution du nombre, de la gravité et du coût des accidents. C'est vrai que par rapport à l'an dernier, à la même époque, mais il y a encore beaucoup à faire puisque nous enregistrons trop d'infractions bêtes et inutiles qui conduisent inévitablement quelquefois aux chocs qui sont graves, mortels. Et donc je crois que nous faut continuer à réagir dans le bon sens. Au 2 octobre, 22 nouvelles mesures avaient été annoncées par le ministre Bernard Cazeneuve. 19 sont déjà en vigueur, comme l'interdiction des kits main libre ou l'oreillette, voire la baisse du taux d'alcoolémie au volant pour les chauffeurs novices. Et tout récemment a été évoqué par le ministre Manuel Valls, le projet du radar factice. C'est peut-être la solution, mais vous savez qu'il n'y a rien de parfait. Donc il faut essayer, il faut voir. Mais ce que je dis, c'est que souvent, les mesures qui sont prises en métropole ne sont pas toujours applicables aux Antilles-Guyane. Ce qui veut dire que peut-être faut avoir des temps d'adaptation, des temps de formation, d'information pour essayer de voir quelle est l'efficacité du système. Peut-on juger de l'efficacité des radars? En 2005, plus de 23 000 effractions ont été relevées sur ce radar situé à Chauvel. 5 ans après, sur ce même radar, moins de 7 000 effractions ont été relevées. Et pour approfondir ce sujet, notre invité ce midi, Fabrice Douglas, coordinateur départemental de la sécurité routière. Bonjour. Bonjour. Alors, selon les chiffres en Guadeloupe, il y a donc 15 morts en moins par rapport à la même période l'année dernière. Est-ce qu'il faut se réjouir de cette baisse ? Je dirais plutôt 18 tués en moins par rapport à l'année dernière. Donc effectivement, ce sont des bons chiffres, mais il faut toujours rester prudent parce qu'on sait qu'avec l'accidentalité et la mortalité routière, ça peut aller très très vite. Et il faut attendre au 30 janvier 2016 pour avoir le bilan définitif de l'année 2015. Donc il faut toujours rester prudent. C'est bien, mais il faut continuer à rester mobilisé parce qu'un accident de la route, c'est toujours évitable et il faut rester mobilisé. Alors la tendance est quand même à la baisse. Qu'est-ce qui peut expliquer cela ? Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cela. Donc, depuis le début de l'année, l'État a maintenu la répression et la sensibilisation envers les usagers de la route. Nous, au niveau de la coordination de la sécurité routière, donc, nous menons des actions quotidiennement sur le terrain. On a une cinquantaine d'intervenants départementaux de la sécurité routière avec qui on travaille. Donc, nous travaillons avec les établissements scolaires, les entreprises privées, les collectivités territoriales, donc enfin tous les porteurs de projets qui nous sollicitent pour mener des actions de sécurité routière. Donc, nous faisons un travail conséquent sur le terrain. Donc, depuis 6 mois, donc, nous avons réalisé plus d'une 60aine d'actions sur le terrain. Donc, on peut aussi expliquer ces chiffres aussi par la répression, qui est maintenue au niveau par la préfecture, en termes de répression envers les deux roues motorisés, les conducteurs de deux roues qui ne mettent pas le casque, par exemple, les automobilistes. Donc, il y a 2 fouilleurs agréés qui ont été mis en place. Donc maintenant, en cas d'infraction grave, les véhicules peuvent être immobilisés et mis de suite dans les fouillards. Donc, en termes de baisse de mortalité, on peut expliquer cela par la répression. C'est grâce à ces campagnes qu'elles servent vraiment à quelque chose. Tout à fait. Bien sûr, il y a d'autres facteurs aussi qui peuvent expliquer ces chiffres. Donc le comportement de l'usager qui commence à évoluer aussi. Bon, on n'a pas tous les éléments, mais on sait très bien qu'en termes de prévention et de sensibilisation et de répression, donc on sait qu'il y a un travail qui est fait sur le terrain. Au niveau justement des campagnes de sécurité routière, et par rapport à nos voisins européens, les campagnes sont beaucoup plus violentes
différente que ce qu'on peut voir en France, en Guadeloupe. Est-ce que justement il ne faudrait pas peut-être un peu plus choquer les usagers de la route par ce biais? Tout dépend. Vous savez, quand vous mettez des images chocs à la longue auprès des téléspectateurs, je pense qu'à un moment donné, ça peut ne pas avoir l'effet escompté. Parfois, on peut parler de prévention positive. Donc, au lieu de montrer des images chocs, on peut aussi montrer des images de choses, des bons conseils. On peut donner de bons conseils de choses qu'il faut faire au lieu de choses qu'il ne faut pas faire. Parce que c'est vrai que l'automobiliste, on lui dit toujours il ne faut pas faire. Mais de temps en temps aussi, il faut le récompenser, lui dire c'est bien, vous nous avez mis la ceinture. D'ailleurs, on a une opération qui est en cours en ce moment. Voilà, puisqu'on est en plein dans les rencontres de la sécurité. Avec la radio Trace FM, en fait, qui encourage justement les bons comportements sur la route des usagers de la route. Donc, on leur met à disposition des bons d'essence, par exemple, un gonflage des pneus gratuit. Donc, ce sont des gestes qui permettent à l'automobiliste de voir que, effectivement, il est récompensé. Donc, on n'est pas toujours systématiquement dans la répression. Mais c'est vrai qu'il en faut. Une dernière question, justement, par rapport à ces rencontres de la sécurité. Demain, vous serez sur le terrain. Demain, on sera sur le terrain, aussi bien vendredi et samedi. Donc, demain, on a une rencontre avec le rectorat parce qu'il y a une circulaire qui est sortie au 22 mai 2015, qui préconise une demi-journée de sensibilisation obligatoire pour les élèves entrant en seconde et en CFA. Donc, il y aura une réunion de travail avec le rectorat. Donc, demain soir, on est à Capesterre-Bello à l'allée du Manoir pour sensibiliser les piétons et les cyclistes par rapport à leur visibilité. Puisqu'il faut savoir que depuis 2 ou 3 ans, on a beaucoup de piétons qui sont fauchés par des engins motorisés. Et il faut qu'ils soient visibles. Donc l'opération de demain soir, c'est pour qu'on puisse leur sensibiliser par rapport à cette visibilité en leur remettant des kits de visibilité, des gilets avec des éléments rétro-réfléchissants, des bracelets, etc. Donc pour continuer, Puis le point d'orgue, ce sera aussi le 10 octobre. Voilà, donc le point d'orgue, c'est le 10 octobre parce que cette opération s'intitule les rencontres de la sécurité. Donc ce sont des rencontres qui permettent à la population de venir voir, en fait, découvrir les métiers des forces de sécurité qui travaillent sur le terrain, aussi bien la gendarmerie, la police nationale, les pompiers, la sécurité routière. Donc il y a tout ce beau monde qui fait un travail conséquent sur le terrain. Donc, une fois par an, le ministère de l'Intérieur met en place cette journée pour que le public vienne découvrir, en fait, tous les ateliers mis en place par ces forces de sécurité. Merci Fabrice Douglas d'avoir été ce midi sur le plateau d'Alizé. Je rappelle que vous êtes le coordinateur départemental de la sécurité routière en Guadeloupe. Merci. Justement, on parlait il y a quelques instants de Capesterre-Bello, la ville qui aura dans quelques mois un nouveau centre hospitalier. Les avancées du projet ont été évoquées hier lors d'une conférence de presse. Un projet qui fait grincer des dents les syndicats, notamment sur la situation financière de l'établissement. Je vous propose de faire le point avec Karine Gielman. La livraison du centre hospitalier de Capesterre-Bello prévue pour 2016. Initialement, l'ouvrage devait ouvrir ses portes en 2013 et remplacer l'ancien hôpital reconnu comme vétuste. Un retard qui a suscité la montée au créneau des syndicats, notamment l'UTS-UGTG. On ne peut plus payer les fournisseurs, les différents fournisseurs, les charges du personnel et un certain nombre d'actions que nous ne sommes plus en mesure de mener au sein de l'établissement. On met en place une organisation, mais qui n'a pas de sens, puisqu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on aura comme moyen. Problème de financement et d'organisation, le directeur du centre hospitalier a annoncé ce mardi les mesures prises pour pallier le retard. En effet, les 2 entreprises successivement sollicitées n'avaient pu mener à bien les travaux. Pour sa reprise, nous avons dû repartir en lots séparés, puisque je vous ai dit tout à l'heure que initialement l'opération était confiée à un groupement d'entreprises. Nous avons fait le choix de repartir en juillet 2012 dans le cadre de marchés en lots séparés. Donc, cela permettait, et c'était un choix volontaire, cela permettait effectivement de conserver sur cette opération l'ensemble des sous-traitants. Le budget initial du projet, établi à 68 millions d'euros, a augmenté en 6 ans de 6 millions d'euros. Le conseil départemental et l'ARS ont entre autres été sollicités pour boucler le financement. À hauteur de 39 480 000 euros pour l'ARS et 30 millions pour le conseil. Une visite de conformité est prévue en décembre par le directeur pour une ouverture le mois suivant.
Et toujours dans le domaine de la santé, mais aussi de l'environnement, nous vous en parlons depuis hier. La pétition envoyée par Harry Durimel, porte-parole de Caraïbes Écologie Les Verts, a été jugée recevable par la Commission des pétitions de l'Union européenne. Cette pétition traite des problèmes dans notre département, problèmes liés à la pollution au chlordécone. Justement, Karine Gielman a rencontré l'un des signataires de cette pétition. Il s'agit de Serge-Claude Mandil, le président de SOS Environnement. Cette pétition a été déposée le 26 juin 2014 au niveau de la commission des pétitions de l'Union européenne. Nous voyons 17 mois plus tard, nous avons une réponse positive de l'enquête, en fait. Et cette positivité nous donne un peu de baume au cœur en disant qu'un jour, on verra très bien la France condamnée pour manquement, parce qu'on n'a pas été chercher ces produits d'une manière frauduleuse aux États-Unis, mais bien l'État français qui a continué à vendre ces produits aux bananiers. Comme tous les jours dans cette édition, faisons le point sur les coupures d'eau. Aujourd'hui, depuis 7 heures, la distribution de l'eau potable est interrompue en raison d'un lavage de bâches au gosier. Sont concernés les secteurs de Salines, Bernard, Fontaisan, Margaillard, Petit-Avre, Pliane et Providence. Retour à la normale en fin de soirée. Et puis si vous êtes à Petit-Bourg, l'eau est également coupée depuis 7 heures ce matin dans de nombreux secteurs qui vont s'afficher sur votre écran. Il s'agit notamment des secteurs de Barboteau, Bel-Air, Prise d'Eau, Vernoux, Le Bourg, Bellevue, Grande Savane, Chemin du Quéry, Daubin, Arnouville, Bois-Sergent ou encore Montebello. La faute au lavage de réservoirs de Moustiques, Cabre et Vernoux. Tout devrait rentrer dans l'ordre aujourd'hui, donc en fin de soirée. C'est un rendez-vous récurrent maintenant dans toutes nos éditions, l'actualité dans la Caraïbe. Aujourd'hui, Richard Scott Tamar nous parle de la visite polémique de David Cameron en Jamaïque ou encore du bilan alarmant des homicides au Salvador. Voici la Minute Caraïbe. En visite officielle en Jamaïque, David Cameron, le Premier ministre anglais, a choqué en ne s'excusant pas concernant l'implication de l'Angleterre dans l'esclavage. Il a déclaré que la Jamaïque devait aller de l'avant. Ces propos font polémique dans le pays. Avant cette visite, la première en 14 ans d'un Premier ministre britannique, la présidente de la commission de réparation de la CARICOM, Hilary Beckles, a publié une lettre dans le Jamaica Observer adressée à David Cameron. Elle lui demandait de faire amende honorable, soulignant ses propres liens ancestraux avec la traite. Le CARICOM réclame à l'Angleterre, mais aussi à la Hollande et la France, la somme de 3 milliards d'euros en réparation des préjudices dus à l'esclavage. La Jamaïque vient d'obtenir 7 millions de dollars de la Banque mondiale afin de mettre en place et de rendre accessibles à tous les données climatiques du pays. Ce plan de collecte des données fait partie d'un vaste plan pour que les pays en voie de développement intègrent les progrès climatiques dans leur développement. Le Salvador connaît un nouveau record macabre. Le nombre d'homicides commis dans le pays a enregistré une hausse vertigineuse de 72% au cours des 9 premiers mois de l'année. Depuis janvier 2015, 523 enfants ont été tués. Le Salvador connaît une lutte de gangs qui oppose différentes fratries appelées Maras. 80% des homicides découlent de cette guerre entre gangs rivaux. En 2009, un film intitulé Sin Nombre, sans nombre, revenait sur cette violence particulière au Salvador. Retour en Guadeloupe avec cette initiative de l'association Colimel. Elle organise depuis hier à Pointe-à-Pitre des rencontres professionnelles entre artistes, techniciens et autres acteurs culturels. Le reportage de Richard Scott Tamar. Le Colimel, cet événement qui se veut un pont entre les acteurs du secteur musical, parfois trop isolés, a débuté depuis hier matin. Ce qui est intéressant dans ce genre de rencontre, c'est qu'on se rend compte, justement. C'est qu'en fait, souvent les différents acteurs aux différents niveaux de ce métier ne se rencontrent pas souvent pour pouvoir discuter de notre profession, qui a des spécificités. Et c'est intéressant d'avoir le même jour, au même endroit, des tourneurs, des éditeurs, des bookers, des artistes. Jusqu'au 9 octobre 2015, Colimel proposera des ateliers,
des rencontres professionnelles et des tables rondes dans le but d'échanger sur des questions qui concernent l'ensemble du secteur musical au sein de la Caraïbe ou à l'international. Première fois que je participe à une table ronde. Déjà, c'est gratifiant pour une structure comme la nôtre, une jeune structure comme la nôtre, parce que ça veut dire qu'on reconnaît notre travail en quelque sorte et qu'on est identifié comme un acteur du réseau, un acteur du métier. Donc ça, c'est important. Et puis ça permet de rencontrer d'autres personnes avec d'autres problématiques, faire des échanges et amener sur des projets sur d'autres aventures, quoi. L'industrie musicale en Guadeloupe a toujours été florissante. Pourtant, elle n'a pas échappé à la crise du disque des années 2010. Malheureusement, même si on sait qu'il y a quand même de la créativité, elle périclite un peu parce que je pense qu'elle est sous-diffusée chez nous. Sous-diffusée, et ce qui empêche au fait la naissance de locomotives. Et une musique, si on n'a que des wagons, on va pas trop loin, quoi. Aujourd'hui, en phase avec les nouveaux médiums que sont l'Internet et les moyens de diffusion digitaux, le Colimel a comme but de professionnaliser et fédérer autour de l'un des secteurs d'activité les plus dynamiques des Antilles françaises. On passe à l'actualité sportive avec du football et la première ligue anglaise qui réussit plutôt bien au Guadeloupéen Anthony Martial. Après son transfert record à 80 millions d'euros à Manchester United, il a été sacré meilleur joueur de première ligue pour le mois de septembre. Et un autre ultramarin se distingue également dans ce classement. Il s'agit du Réunionnais Dimitri Payet qui évolue à West Ham. Il est 3e meilleur joueur pour le mois dernier. Avant de se quitter, notre point météo pour cet après-midi, ce sera une alternance de soleil et de nuages orageux sur l'ensemble du territoire, sauf pour l'archipel des Saintes qui aura le droit à un très beau soleil. Le mercure, lui, affichera entre 29 et 33 degrés. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, une édition que vous pouvez d'ailleurs revoir sur notre site www.alizé.com. En attendant de vous retrouver pour votre édition ce soir à 19h, je vous souhaite un très bon appétit, excellent après-midi sur Alizé.